Les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc présentation de ma nouvelle voiture, donc une Mercedes E350 coupé C207 en 350 CDI, donc en diesel. Je t'explique pourquoi j'ai acheté cette voiture. Donc cette voiture elle va venir remplacer l'Audi TT, hein. L'Audi TT a été vendu, c'était prévu, j'avais prévu de la vendre au bout d'un an d'utilisation on va dire, donc ce que j'ai fait, j'ai réussi à faire en plus un beau billet à la revente, donc je suis plutôt content sur la TT et j'ai acheté celle-là dans le but de faire la même chose. Donc j'étais pas vraiment parti sur ce modèle là à la base, diesel ça m'emmerde un petit peu pour être très honnête, j'aurais préféré rester sur une essence, mais là il y avait une bonne affaire juste à côté de chez moi. Le gars me l'a vendu donc sans contrôle, donc faut jamais faire ça, je l'ai fait quand même, tant pis, avec des problèmes connus. Donc assez dire, 2 amortisseurs arrière à changer, 4 pneus à changer, un problème avec la direction assistée, donc lui avait dit pompe 2DA, mais tu verras plus tard que ce n'est pas le cas. Il s'avère qu'au final c'est une fuite sur un flexible hydraulique de direction assistée qui est tout simplement percé. Donc là je te tourne la vidéo brute de décoffrage, j'ai déjà démonté et fait mon diag, donc j'ai déjà tourné des bouts de vidéo, mais je voulais te présenter la voiture comme je l'avais eu. J'ai juste mis un coup de Karcher, bon je l'ai ressali parce qu'elle a roulé depuis, et un coup sur les jantes parce qu'elles étaient vraiment noires de crasse, donc je me suis pas attardé sur les jantes parce que je vais les changer tout simplement. Mais je te mets une photo d'ailleurs pour que tu puisses voir. Donc voilà, comme tu as vu, c'était pas hyper clean. J'ai même pas fait encore de nettoyage intérieur. Donc ça c'était pour les défauts mécaniques. Ah non, et il m'avait annoncé aussi biellette ou rotule ou bras de suspension. Le gars savait pas trop parce que en fait la voiture a du jeu dans la direction. Et en fait il s'avère que c'est tout simplement le problème de flexible, vu qu'il n'y a pas assez de pression dans le circuit de DA, et ben forcément la voiture a du jeu. Donc moi je l'ai passé au contrôle, ce qui leur sort c'est uniquement les 4 pneus et la fuite, mais bon honnêtement si j'avais nettoyé le carter avant ça ne serait même pas vu, donc en gros la voiture passait le CT avec juste 4 pneus à faire. Bon, de toute façon je vais bien entendu changer le flexible, c'est en cours d'ailleurs. Et côté esthétique, il y a un peu de boulot par contre. Donc là tu peux le voir, il y a un problème de vernis sur le capot. Ensuite, ici au niveau du bas de caisse, tu vois que ça a tapé. Et elle a une rayure tout le long de la caisse. Celle-là elle est pas belle, vraiment là sur l'arrière, hein, c'est clairement un coup de clé. Donc voilà, il y a du boulot. Mécaniquement ça me fait pas peur, bien entendu. Par contre sur l'esthétique je sais pas encore ce que je vais faire, parce que la carrosserie c'est pas forcément mon fort, mais j'ai quand même envie d'essayer. Bon, j'ai déjà fait des devis chez des carrossiers hein, pour voir, pour qu'ils me les rattrapent eux propres, mais je me dis que ça coûte rien de tenter de faire des réparations peut-être soi-même, voir ce que ça donne, et puis si ça me convient pas, je la passerai en carrosserie. Alors pour le côté esthétique, encore une fois, donc tu vois qu'elle a des jantes en 17, elle a le xénon, les feux de jour, les vitres teintées à l'arrière, un pack chrome sur les contours de fenêtres. Ça je suis pas hyper fan, donc je pense que ça va sauter. Il y a les petites baguettes aussi en alu là que tu vois là. Pareil, je sais pas si quand au moment où elle passera en carrossier, je vais peut-être voir pour les passer en couleur carrosserie. Je verrai ça avec le carrossier. Elle a un toit panoramique ouvrant, donc ça c'est hyper cool. C'est ma première voiture avec un toit ouvrant. Et panoramique ouvrant, franchement c'est de la balle. Et sur l'arrière, tu vois qu'il y a 2 sorties d'échappement. C'est pareil, c'est plutôt stylé. Et un défaut encore là sur le pare-choc où il y a un enfoncement. Donc là c'est pareil, je sais pas si ça vaut le coup de réparer ou plutôt de changer directement le pare-choc. Donc radar et caméra de recul
arrière, radar avant. Franchement, elle est plutôt bien équipée, limiteur, régulateur de vitesse. À l'intérieur, il y a des options sympas aussi que je te montrerai quand on passera à l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je te rappelle que la voiture est de 2009, donc moi je trouve ça plutôt moderne pour l'année. Tu vois que c'est encore au goût du jour, en tout cas moi c'est parfaitement à mon goût, donc avec des sièges semi-baquets. Donc c'est une 4 places. Donc ça c'est pas mal, tu vois que quand tu rabats ton siège il s'avance tout seul. Voilà, 4 places. Même les sièges à l'arrière sont plutôt stylés. Donc là tu as le bouton des vitres électriques puisqu'elle a 4 vitres électriques. Petit volant 3 branches multifonctions, ça c'est plutôt cool. Ensuite les compteurs se présentent comme ça, donc avec une grosse horloge, le GPS, la radio, la clim, la petite boîte auto, accoudoir central avec arrangement, donc là il y a un espèce de, je ne saurais pas trop dire, bois clair en gros, ce qui est le seul élément de la console centrale et de la voiture d'ailleurs, ce qui est plutôt bizarre, parce que comme tu peux le voir après, partout c'est de l'alu brossé. Ici, petit accoudoir que tu peux ouvrir comme ça, qui laisse place à un rangement. J'ai pas encore eu le temps de nettoyer la voiture, hein. Je te la montre comme je l'ai acheté. Là pareil, petit rangement, petite boîte à gants. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc tu peux voir que la voiture a 232 000 km, donc moi je l'ai acheté à 231 000 et des bananes. Ce qui est plutôt bizarre, c'est que comme tu vois là, en fait, tu as les indicateurs, donc le warning ici, puis le clignotant qui est juste ici, et après tout le reste, t'as rien. Le compteur est enfoncé. Moi, je trouve ça plutôt design. Là, on va mettre le contact. Voilà, donc tu as un menu que je vais te montrer après. Voilà. Hop, le son. Donc, il y a de l'Harman Kardon, donc ça c'est plutôt pas mal. Malheureusement, j'ai une petite enceinte qui ne fonctionne pas quand t'es conducteur, mais ça je vais régler le souci. Donc là, ensuite, voilà comment se présente la navigation. Donc là, tu vois que ça a pris un petit coup de vieux quand même. Donc tu navigues avec ça, tu vois, tu as le bouton retour, annuler, une petite molette que tu peux tourner comme ça et aussi faire de haut en bas. Navigation, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais ça a l'air de plutôt bien marcher. La radio, téléphone, bon bah ça moi j'en ai pas l'utilité. Vidéo, il n'y a pas de DVD vidéo. Ensuite tu as le petit réglage système, donc avec l'heure et tout ça. Si on va là, on a visuel, linguotronique, donc c'est le commande vocale, la langue, la caméra de recul, activer le Bluetooth, remettre à 0. Donc moi il y a le petit module Bluetooth pour que je puisse mettre mon téléphone en Bluetooth, ce qui honnêtement me va bien. Donc quand je veux faire ça, je vais là, tu vois, radio, mémoire, info, FM, son. Donc là tu vois qu'on a le Logic 7, donc ça c'est le système audio hi-fi en gros de la voiture. Et ensuite, si je vais sur audio, tu vois, tu peux choisir soit la radio, soit le disque, soit la carte mémoire, musique enregistrée, média interface, auxiliaire. Et moi, je vais auxiliaire pour le Bluetooth. Ensuite, concernant le menu au milieu que tu peux voir là, donc tu vois que tu as un compteur kilométrique tout à fait classique. Ensuite, tu as les infos depuis le départ, depuis la remise à 0. Donc, comme tu peux le voir, consommation, je suis à quasiment 10 litres, donc ça consomme plutôt. Là, la consommation, donc ça c'est un petit ordinateur de bord qui permet de voir ta conso instantanée. Donc à l'arrêt, elle est forcément au max. Là, tu peux mettre ta vitesse à laquelle tu roules. Et puis voilà. Donc si on va sur le côté, tu as un menu trajet, navigation. Donc là, ça affiche les coordonnées GPS au milieu.
Tu peux mettre ton audio, ton téléphone. Attention assist, c'est un petit menu qui te permet de te rappeler qu'il faut prendre des pauses. Ça sert pas à grand chose, très honnêtement. La pression des pneus. Ensuite tu peux régler combiner d'instruments. Je t'avoue que je n'ai même pas regardé là-dedans. Donc là il te demande si tu veux mettre km/h ou miles en gros. Éclairage. Donc là c'est pour avoir les feux de jour. Limite pneu hiver, tu peux limiter ta vitesse quand tu es en pneu hiver. Bon, pas trop d'intérêt. Verrouillage automatique des portes. Le module confort, donc aide à la montée. Donc ça c'est en fait quand tu rentres dans la voiture, le volant se lève et les ceintures se ravancent. Rabattage automatique des rétros, ajustement des ceintures, réglage d'usine pour remettre la voiture à zéro. Et voilà en gros les menus. En termes d'options, on a aussi le toit ouvrant panoramique. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il est, comme tu peux le voir, panoramique et ouvrant. Donc tu as un petit store que tu peux fermer comme ça électriquement. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt cool. Je t'avoue que je roule toujours avec le store ouvert. Ça permet de laisser rentrer la luminosité. C'est plutôt cool. Hop. Ça c'est vraiment gadget, mais franchement c'est cool. Et toit ouvrant, donc c'est ma première voiture avec toit ouvrant et j'avoue que c'est un vrai plus. Donc tu peux l'entrebâiller comme ça ou bien entendu l'ouvrir en grand. Là tu as un petit filet anti-remous. Bon, ça fait quand même du bruit quand t'es ouvert. Là je vais faire la vidéo, on va aller faire un essai. Je vais le fermer histoire que t'aies pas de bruit devant. Donc comme je te le disais, finition alu, donc ça c'est plutôt cool. Là tu peux voir qu'il manquait un bouton et j'ai recommandé un ensemble de boutons. Et là j'ai un défaut, et que ce soit conducteur ou passager, tu vois, il y a un petit défaut sur le pack alu. Donc si jamais quelqu'un a ça en rab, je suis acheteur. Là pareil, petite baguette alu. Ici, donc tu vois que le plastique vieillit mal, tu sais, c'est le Stuff Touch, un peu comme il y avait dans les Renault des années 2000, dans les Laguna et tout. Donc ça vieillit très très mal. Donc je sais pas si on peut faire quelque chose ou quoi. Je m'en suis pas encore inquiété. Je t'avoue qu'il y a d'autres choses à faire avant. Ici donc on a toute la partie téléphone. Donc ça c'est pareil, c'est à l'ancienne du coup. Bon ça va. Mais tous les boutons là, avec les numéros, ça fait très 2010. Ici c'est pour l'avancement des ceintures comme je t'ai montré tout à l'heure. Ici. Ça c'est pour désactiver les radars de recul. Donc là. T'as un petit radar, tu vois ici, donc ça c'est pour l'avant en fait, avec des lumières qui s'allument quand tu t'avances. Et pour la marche arrière, ta caméra de recul ici. T'as une clim bizone, donc ça c'est plutôt moderne pour le coup, parce que tu vois t'as l'affichage digital comme ça. Le petit pommeau avec P, R, N, D, D+, D-. Donc pour la mettre en manuel, en fait, t'as pas de mode manuel, en fait tu peux te mettre que en drive. Et si tu pousses la boîte sur la droite, tu passes un rapport et vers la gauche, tu rétrogrades. Sachant que si tu pousses tout à fond, tu reviens en automatique. Et C et S, c'est pour confort et sport. Et sur certaines, quand tu as la suspension pilotée, tu as un troisième mode avec, je ne me rappelle plus de la lettre, mais tu as un troisième mode qui te permet d'être en mode sport, suspension aussi. Je me demande si c'est pas S+, ou un truc comme ça. Allez, encore 2-3 petits trucs, du coup je repense en même temps là. Donc comme tu peux le voir, du coup les sièges sont électriques, totalement électriques. Et en plus tu as un réglage lombaire qui est sur le côté du siège. Je vais essayer de te montrer ça sur le siège conducteur. Tu vois ici, en fait c'est pour régler les lombaires. Autre chose plutôt cool, c'est que tu vois, la fenêtre arrière s'ouvre et du coup ça te laisse un pavillon complet sans montant. Ça c'est vraiment cool, ça fait vraiment stylé et du coup pareil ça amène de la fraîcheur et de la luminosité dans la voiture. Hop, voilà, c'est refermé. Et puis on va pouvoir aller faire un tour. Bon voilà, on est parti, j'espère que la caméra sera bien pour toi. Je vais faire le toit ouvrant histoire que tu n'aies pas trop de bruit. Donc pareil,
Petite particularité, tu as un frein à pied, je sais pas si tu vas voir à la caméra, mais qui se situe là. Donc tu appuies sur une espèce de pédale pour freiner, enfin pour mettre ton frein à main, et t'enlèves comme ça. Tac, on est parti. Donc la voiture, elle a l'intelligent light system, un truc comme ça. En gros, ça permet d'adapter les pleins phares et les feux de croisement automatiquement toute seule. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je sais pas si je t'en ai déjà parlé de la motorisation, mais c'est un V6 3 litres, donc qui développe 231 chevaux en diesel. Franchement, ça marche plutôt bien. Donc c'est un diesel, hein, donc tu as la force du diesel en termes de reprise, c'est vraiment cool. Si je dois comparer à la TT, c'est moins performant en termes de performance pure, mais déjà le fait que ce soit une traction, moi je trouve ça beaucoup plus agréable à conduire et beaucoup plus sensationnel. Et puis le couple du diesel, honnêtement, il n'y a pas photo par rapport à un moteur essence, ça fait vraiment une différence. Après, par contre, sur la boîte auto, donc c'est annoncé comme une boîte auto 7 rapports. Désolé, tu viens de tomber. Donc je te disais, la boîte auto est annoncée comme 7 rapports, mais en vrai c'est pas une vraie 7 rapports puisque c'est 6 plus marche arrière. Donc c'est une boîte 6 rapports en gros. Et par rapport à la DSG ou mécatronique, enfin S-tronique sur la TT, c'est beaucoup moins performant. Là on est sur une boîte à convertisseur de couple, je pense. En tout cas, honnêtement je vais même pas regarder avant de l'acheter, mais dans le fonctionnement ça se sent, tu vois, ça patine. Donc par rapport à une boîte DSG double embrayage, on est quand même beaucoup moins efficace, hein, que ce soit dans le passage de rapport, mais c'est plus confortable, c'est plus doux en fait. Donc là tu peux voir sur le tableau de bord que je suis en mode C, donc en mode tu as PRND, donc ce que tu as enclenché sur la boîte, et le petit C pour le mode confort. Si j'appuie sur le bouton S, ça passe en sport. C'est confort. Donc ça c'est un peu comme la DSG, mais encore une fois en termes d'efficacité on est inférieur quand même à une boîte double embrayage de chez Audi Volkswagen, le groupe VAG, qui est vraiment très fort pour leur boîte auto. Après pour ce qui est du comportement, donc tu vas pas forcément le voir parce que là avec le système de tenue du téléphone ça vibre, mais ça rend pas honneur au confort de la voiture. C'est très confortable, donc les sièges sont fermes, mais en termes de suspension, de conduite, c'est quand même très lisse. C'est beaucoup plus souple que l'Audi. T'as beaucoup moins d'à-coups, beaucoup moins de bruit. Tu vois, t'entends pas de plastique intérieur, donc je suis désolé pour les pro VAG, mais VAG, moi honnêtement la TT, j'étais très déçu en termes de finition. On est très loin de BM, on est très loin d'Audi. Hop, petit appel de phare, je pense qu'on a nos collègues qui sont au bout de la route, là, ils sont très souvent. De finition, pour moi, Mercedes c'est au-dessus d'Audi. En tout cas là les deux voitures ont un an d'écart, donc c'est que dalle. Et pour moi c'est beaucoup mieux fini chez Mercedes. On se rapproche de BMW. On n'a pas le toucher de volant de BM encore, pour être très honnête. Moi je préfère le toucher de volant BM, mais à choisir entre Audi et Mercos, tu vois, je préfère Mercedes. C'est ma première Mercedes. Honnêtement, je suis pas déçu, tu vois, je reprends du plaisir à conduire. Alors c'est dur ce que je dis pour le DTT, mais le DTT en termes de design est très joli. Franchement, pour une voiture qui a 15 ans, ça n'a pas pris une ride. Ça a vraiment une vraie gueule. Puis on est dans le thème de la sportive, quoi. Mais en termes de plaisir de conduite, honnêtement, encore une fois, je vais me faire des ennemis, mais VAG, c'est différent. Alors c'est efficace, certes, hein, parce que comme je te l'ai dit, encore une fois, là la Mercedes elle est moins performante que la TT, mais je prends plus de plaisir, j'ai plus de sensations dans la Mercedes que dans la TT. Parce que, je sais pas, propulsion, je pense que honnêtement c'est ce qui fait la diff. Moi aujourd'hui, la propulsion, quand tu as goûté à la propulsion, c'est compliqué de revenir sur une traction. Donc j'ai pas encore eu de 4 roues motrices, mais en tout cas, propulsion pour moi c'est vraiment ce qui amène une expérience de conduite très agréable.
et la boîte auto bien entendu. Alors ça c'est pareil, il y a débat parce qu'il y en a qui diront que la boîte manuelle c'est la vraie vie. Pour moi qui approche de la quarantaine, très honnêtement, j'ai pas envie de me faire chier à passer les vitesses. Tu vois, là je cruise et c'est comme ça que je roule la plupart du temps, tu vois, je suis tranquille. J'aime avoir une voiture qui a un minimum de puissance pour avoir de la reprise, pas être emmerdé pour doubler, et puis voilà, avoir 2-3 sensations quand même. Mais très honnêtement, boîte manuelle, moi j'y vois pas d'intérêt. Par contre, celle-là, elle n'a pas de palette au volant, contrairement à la TT. Et effectivement, les palettes au volant, c'est un vrai plus quand tu fais ta petite arsouille sur une petite route, tu vois, petite route sinueuse et tout. Là, ouais, ok, c'est un vrai plus. Mais quand tu roules dans 90% du temps, ça a zéro intérêt, quoi. Une boîte manuelle, là, tu vois, je suis bien, quoi. T'as pas besoin de gérer tes rapports, machin, ça fait tout seul. Si tu veux que ça avoine plus, tu te mets en mode sport et puis là, elle va rétrograder et puis ça va tabasser. Enfin voilà, c'est une histoire de goût, mais en tout cas, moi sur un daily, c'est boîte auto obligatoire. En termes d'aide à la conduite, donc celle-là, elle n'a pas l'adaptateur, régulateur adaptateur, donc tu as un régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, mais t'as pas l'adaptatif, tu sais, pour te régler automatiquement si tu as une voiture devant, elle ralentit et tout. Certaines classes E en sont équipées, moi malheureusement elle l'a pas, et ça je t'avoue que ça par contre pour moi c'est une vraie option utile, tu vois. Avoir un régulateur c'est très bien, mais en plus quand il est adaptatif, franchement c'est le feu. Donc elle a l'essuie-glace automatique, feu automatique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, feu de croisement et feu de route automatique avec l'intelligent light system ou quelque chose comme ça chez Mercos. Donc ça c'est plutôt cool. Tout électrique, donc même le volant, tu vois que tu baisses avec la petite manette qui est là. Ça c'est cool. Siège entièrement électrique. Enfin clairement on est beaucoup mieux équipé que l'Audi TT, sachant que moi l'Audi TT c'est un import italien. Donc en plus très peu optionné, malgré son S-Line, elle était peu optionnée. Honnêtement j'avais même pas de régulateur. Donc aujourd'hui récupérer ça c'est plutôt cool. Désolé, j'ai dû m'arrêter, t'es encore tombé. Donc j'allais dire, aujourd'hui j'ai fait, je sais pas, peut-être 200-300 km avec la voiture, donc je l'ai depuis 15 jours, mais avec le problème de direction assistée que tu verras dans la prochaine vidéo, ça l'a immobilisé quand même pas mal de jours, malheureusement. Mais voilà, le peu de kilomètres que j'ai fait à son volant, franchement, c'est vraiment hyper agréable à conduire. Le fait que ce soit bien optionné, le fait que ce soit confortable. La seule chose que je regrette, malheureusement, c'est que ce soit un diesel et qu'aujourd'hui, c'est pas adapté à mon utilisation, un diesel. J'ai vraiment acheté cette voiture-là parce que pour moi, c'est un petit coup de fusil, quoi, sachant que j'allais forcément récupérer mon argent à la revente. La classe E coupée était parmi mes choix, mais moi je la voulais en 350 essence, qui est là vraiment pour le coup hyper cool. Après diesel c'est bien, mais encore une fois c'est pas adapté à ma situation. Aujourd'hui je fais à peine 30 km par jour pour aller au boulot, donc 2 fois 15 km, et j'ai pas l'utilité d'un diesel. Malheureusement il risque de plus s'abîmer qu'autre chose. Donc bon, je t'avoue que je ne compte pas la garder, même si encore une fois je prends beaucoup de plaisir à la conduite, donc je vais la garder je pense quand même quelques mois, mais ce ne sera pas une voiture que je vais garder dans le temps malheureusement. Néanmoins ça en reste une très bonne voiture. Si tu cherches une voiture pour faire des bornes, alors ça consomme un peu, hein, tu as vu tout à l'heure, moi je suis à 10 litres au 100, ça consomme quand même pour du diesel, mais voilà, c'est plutôt silencieux. Le gars qui fait de la route, qui fait un 30, 40, 50 km par jour, honnêtement tu les fais là-dedans, t'es bien, quoi. Enfin, la direction elle est hyper souple, tu tournes ton volant, même à l'arrêt tu tournes ton volant à un doigt. On sent qu'on était dans le haut de gamme de l'époque
pour Mercedes, quoi. Ça reste une classe E, même si c'est un coupé, ça reste un classe E, et tu le sens vraiment à l'intérieur, tu le sens à la conduite, tu le sens dans le comportement. Donc là on va aller sur une petite route histoire de faire une conduite un petit peu dynamique, et tu vas voir ce que ça donne. Bon, je vais essayer de te faire une conduite un peu dynamique, mais ça fait 3 fois que le téléphone tombe, pardon. Bon, voilà, pied dedans, tu vois que ça monte, hein, tu vois l'aiguille qui monte facilement, t'as pas de mal à nous voir. Après, on va enchaîner quelques petits virages sympas là. La voiture prend pas vraiment de roulis, c'est plutôt pas mal, ça vire pas autant à plat que le TT, mais ça reste quand même pas mal. Tu vois là, ça décroche pas, puis quand tu mets le pied dedans, tu vois, ça te reprend, ça te pousse, tu sens que ça pousse. Tu vois là, je la mets quand même à défaut, et honnêtement la voiture c'est serein, elle te surprend pas. Alors, là tu vois que t'as l'anti-patinage le SP qui te rattrape. Hop, là tu vois, elle est un petit peu survirée, elle se balance un petit peu quand même sur les gros appuis quand tu la mets sur des gros appuis. Mais encore une fois, pour monsieur et madame tout le monde, ça fait largement le taf. C'est pas fait pour faire du circuit, c'est un grand coupé, c'est fait pour être confortable et te mouvoir. Et honnêtement, elle fait très bien. Et encore une fois, quand tu mets un peu de rythme, ça reste agréable, hein, honnêtement. Là, tu n'as pas peur, tu te dis pas la voiture elle souffre, machin. C'est plutôt confortable. Je vais me la mettre en mode confort. Même sur un enchaînement dynamique, encore une fois, pour le commun des mortels, si tu respectes les limitations de vitesse, ce que tu es censé faire, ça fait le taf. Là, tu vois, on a fait quelques virages serrés avec un petit peu de vitesse, mais on n'était pas à 200 km/h. Ça n'a aucun intérêt. Après, en vitesse de pointe, honnêtement, je ne sais pas ce que ça donne. Moi, c'est pas une chose qui m'intéresse, hein. Comme tu le sais, j'ai la moto à côté. Quand j'ai envie de sensation, je prends la moto. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours plus performant que le genre de voiture que je peux acheter. Mais au quotidien, une voiture comme ça fait très largement le taf. Pour conclure, qualité de la voiture, je dirais son moteur, donc le V6 diesel, il est agréable, ça a de la reprise, le confort de la voiture, c'est pas pâteau, c'est pas un bateau, et tu as un comportement qui est plutôt sain, avec du confort, hormis les sièges un poil durs, mais sinon franchement c'est parfait. En côté plaisir, pour moi, encore une fois, je prends beaucoup de plaisir à la conduire, donc ça c'est vraiment important, c'est même le plus important pour moi. C'est le plaisir que te donne ta voiture quand tu montes dedans et quand tu la conduis, et pour moi, elle remplit cette case-là. Côté défaut, honnêtement, pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à lui reprocher à cette voiture. Dans l'usage quotidien, il y a juste un truc qui me saoule fortement, donc je pense que c'est parce que je suis en boîte auto aussi, mais tu vois, moi je conduis avec le genou relevé en haut comme ça, je conduis toujours ma voiture comme ça, j'ai l'habitude, enfin bref, c'est ma position de conduite. Et en fait, tu vois que ici tu as le clignotant, donc moi j'ai été obligé de remonter le volant parce que je le mettais plus bas à l'origine, et en fait j'ai le clignotant qui vient taper dans ton genou, tu vois, quand tu veux mettre le clignot, tu es bloqué par ton genou, et ça c'est vraiment relou, puisque tu as le régulateur de vitesse qui est ici et le clignotant qui est, je trouve pour le coup, vachement bas par rapport à une voiture normale. D'ailleurs, t'as pas de commodo d'essuie-glace à droite, là où tu vois ma main qui se balade, il n'y a rien du tout. Tout est sur le commodo du clignotant. Donc ça c'est pareil, c'est un petit peu perturbant au début. Ensuite, je pense que tu t'y fais, moi en tout cas je commence déjà à m'y faire, donc, au bout de quelques centaines de kilomètres. Donc voilà, mais je tenais vraiment à souligner ce petit point qui au début m'a vraiment perturbé. Après, boîte auto, voilà, ça fait le taf. C'est pas la plus performante ni la plus agréable du monde, mais ça fait le taf, encore une fois, pour un usage quotidien. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai sur la voiture LED
l'aide au démarrage en côte, donc dès que tu maintiens ton frein, en fait la voiture ne descend pas, elle reste bloquée quelques secondes le temps que tu t'élances, donc pareil, ça c'est plutôt cool. Et puis bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc le système audio, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure quand je t'ai présenté l'intérieur, mais Harman Kardon, franchement ça fait grave le taf avec le système Logic 7. Je pense que tu as cette enceinte, et le son est très propre, c'est vraiment cool aussi ça d'avoir une voiture avec une bonne sono. Pour moi en tout cas c'est important, et bah là encore une fois elle fait le taf. Donc voilà, en gros honnêtement dans cette gamme de prix t'as pas grand chose en coupé allemand un peu sympa. Là on est clairement sur la concurrente de l'E92 hein, chez BMW, et puis on va dire d'une Audi A5 chez Audi. Alors j'ai pas essayé la A5, mais c'est la même motorisation, même conception qu'une Audi TT. Pour moi c'est en dessous, et E92 je t'avoue que ce sera peut-être la prochaine, puisque quand je cherchais ma voiture ça aurait pu être une E92, très clairement ça aurait pu être une E92, puisque pour moi ça remplit la même fonction, donc grand coupé. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, et puis surtout à t'abonner, c'est hyper important pour moi. Si tu as des questions par rapport à l'auto, ou si tu veux aborder des points, n'hésite pas à le faire en partie commentaire ou à me contacter sur Instagram, il n'y a pas de souci, j'essaie de répondre à chaque fois, donc des fois je mets un peu de temps, je t'avoue, je vais pas te mentir, c'est pas forcément une réponse instantanée, mais je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que la prochaine vidéo ce sera changement du flexible de direction assistée. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle avait un problème sur la direction assistée quand je l'ai acheté, et là je te fais le tour alors que j'ai déjà réparé et que l'autre vidéo était déjà tournée pour le remplacement du flexible, mais concrètement c'était plus simple de faire le test avec une voiture en parfait état de fonctionnement, ce qui n'était pas le cas avec le flexible défectueux. Voilà les gars, je pense qu'on a été un petit peu long sur cette vidéo, donc je vais pas m'attarder plus. Je te dis à bientôt, ciao.